Notre invité ce matin pour cet entretien d'embauche, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai été un peu surpris par... on n'avait pas de jingle, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Entretien d'embauche, vous n'aimez pas ça, hein? Non, c'est marrant, quoi. Enfin, ah bon, d'accord. Je dis, vous êtes quand même un peu... C'est vous quoi qui embauchez? Ben, c'est pas moi, ce sont les téléspectateurs, les auditeurs. Non, mais... Téléspectatrices et auditrices, Allez, Jean-Luc Mélenchon. allons-y, Bon, allons-y. Bon, 8h30, 9h, actualité. En fait, on n'est pas embauché. Programme. C'est ça qu'il faut comprendre. On reçoit une délégation de pouvoir. Le système de la démocratie représentative, c'est ça. Donc, les gens ont à juger qui, parmi ceux qui se proposent à leur suffrage, correspondent par leurs principes ou leur manière d'être à l'idée qu'ils se font de la façon d'affronter l'imprévu. Car vous savez, gouverner, c'est quand même au moins 80% d'imprévu. C'est vrai. Alors vous proposez un changement de régime, un changement de modèle économique et une autre diplomatie. Je vais commencer avec la diplomatie, parce que c'est important. La France, par la voix de Jean-Marc Ayrault, hier, affirme que les services français ont la preuve de l'utilisation de l'arme chimique par le gouvernement syrien le 4 avril dernier, gaz sarin. J'imagine que vous ne mettez pas en doute les affirmations du gouvernement français. Je ne sais pas, mais de toute façon, il faut que les choses soient bien claires. Qui que ce soit qui utilise des armes chimiques doit être condamné, et la communauté internationale, représentée par l'ONU et personne d'autre, doit punir ces comportements. Nous, les Français, nous sommes spécialement intéressés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques, car c'est nous qui avons proposé la Convention internationale de 1993. On avait dans un premier temps, après les premières attaques chimiques, on avait obtenu de la Syrie qu'elle démonte tout son arsenal. Et on pensait l'avoir fait, puisque les enquêteurs internationaux avaient dit l'affaire est réglée. Maintenant, j'en profite pour dire que non seulement, évidemment, il faut condamner avec la plus grande fermeté l'usage de qui que ce soit qui les utilise, mais il faut obtenir que la Convention soit signé par tout le monde. Il y manque la Corée du Nord, Israël, le Soudan et l'Égypte. Et puis que ceux qui ont signé, tiennent parole, parce que sinon, ils laissent des stocks derrière eux, et n'importe qui s'en empare. Pourquoi c'est le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Vous auriez voté la résolution, évidemment, à l'ONU, demandant une enquête sur l'utilisation. Une enquête, parce que les Russes s'y sont opposés, ont mis leur veto. Sans doute avaient-ils des raisons, mais moi je ne les approuve pas, parce que je crois que l'enquête est absolument nécessaire, et qu'on gagne du temps, plus vite on la décide. Et si on est sûr de son affaire, les Russes ont l'air d'être sûrs de leur affaire et pensent que ce n'est pas le régime, eh bien ils auraient dû au contraire favoriser l'enquête. Ceci dit, je crois que s'ils se sont abstenus sur le texte, c'est parce que celui-ci contenait une condamnation par avance. Ils ne sont pas abstenus. En voter contre, ils ont mis leur droit de veto, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, bien sûr. Ils ont eu tort de le faire, puisque vous le condamnez, M. Bourdin. Je le condamne. Bon, mais alors vous posez une question, je peux répondre ou pas? Oui. Bon, donc je redis pour que ce soit bien clair, Monsieur Bourdin, parce que je crains que la façon que vous avez de revenir sur le sujet. Alors je redis pour que tout le monde entende, je condamne qui que ce soit qui utilise des armes chimiques. En tant que Français, je demande l'application de la Convention contre les armes chimiques. L'enquête, je demande qu'elle soit menée par l'organisme international sous contrôle de l'ONU qui l'utilise, car ces diagnostics n'ont jamais été contestés jusqu'à ce jour. Et que ceux qui craignent cette enquête ne nous fassent pas perdre de temps avec des manœuvres dilatoires. Je demande que tous les pays signent la Convention contre l'utilisation des armes chimiques, car c'est un danger d'avoir des stocks. La Corée du Nord, Israël, le Soudan et l'Égypte doivent signer, et les États-Unis d'Amérique, ainsi que d'autres, doivent détruire leurs stocks, parce que nous, les Français, nous l'avons détruit. Un mot encore, si je suis élu, sur ce sujet des armes chimiques, non seulement nous relancerons le débat, mais nous relancerons le débat sur les armes bactériologiques. Monsieur Bourdin, ni vous ni moi n'avons envie de voir un jour utiliser de telles armes. Or, les Nord-Américains et quelques autres ont refusé qu'on traite de ces armes. Je ne sais pas quelle est la position des Russes, mais je souhaiterais vraiment qu'il y ait au moins un grand pays qui dise, je pense par exemple aux Chinois, ils pourraient nous aider dans cette affaire, il faut que ces armes soient détruites. Alors, le Venezuela, c'est aussi de la diplomatie, nouvelle manifestation. Enfin, de diplomatie, c'est plus que de la diplomatie. Une nouvelle manifestation massive hier contre le pouvoir de Maduro. Vous soutenez toujours Maduro ou pas? Mais que soit clair. Mais je suis censé soutenir quoi? Là, je vous pose la question. Le régime de Maduro. Le régime ou Monsieur Maduro? Je ne comprends pas. La constitution de la République bolivarienne ou bien Monsieur Maduro? Elle en a pris un coup, la constitution, avec Maduro, non?
Bah écoutez, comme on peut le dire de toute constitution dans tous les pays où il y a des manifestations... C'était hier, le 19 avril. Attendez, monsieur Bourdin, je sais que le Venezuela est la passion centrale des Français et d'un certain nombre de commentateurs. Dites-moi, vous en avez beaucoup parlé, Jean-Luc Mélenchon du Venezuela, à l'époque de Chavez. Beaucoup. Ça y est ? Allez-y. Bon, en effet, parce qu'il se produisait à l'époque quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était un gouvernement qui partageait la rente pétrolière avec le peuple et avec les pauvres. Si bien que des millions de gens ont été sortis de la pauvreté. Mais je ne suis pas gouvernant du Venezuela. Je voyais un contraste extrêmement saisissant et fécond entre le partage de la richesse pétrolière au Venezuela et l'accaparation de cette même richesse au Qatar ou en Arabie Saoudite où les pauvres gens n'ont accès à rien. Voilà. C'était ça qui m'intéressait et qui continue à m'intéresser dans certains pays comme l'Équateur. Pourquoi me cite-t-on toujours le Venezuela, pour qui j'ai de l'amitié, mais pourquoi jamais l'Équateur, où j'ai été très lié aux dirigeants, ou bien au Brésil, par exemple, mais ou alors, bien très bien, alors, à l'Argentine. Je vais terminer avec Maduro. Est-ce qu'il doit partir ? Mais c'est aux Vénézuéliens de répondre à une question pareille, enfin. Situation est-ce que chaque fois, pardon monsieur Bourdin, mais excusez-moi de vous dire, est-ce que quand il y a eu les manifestations pour la loi El Khomri, vos collègues dans les autres pays disaient monsieur Hollande... comparer les manifestations contre la loi El Khomri et les manifestations qui ont lieu aujourd'hui au Venezuela ? En effet. En effet ? Oui, ce sont des manifestations d'opposition. Sauf que hier, deux jeunes, dont une jeune fille de 16 ans a été tuée. C'est abominable. Ben oui, c'est abominable, oui. Oui. Bon. Non, mais Chavez, attendez, non. Chavez. Bon quoi ? Non, mais je dis bon. J'ai dit c'est abominable. C'est votre jugement, c'est abominable. Vous trouvez ça sympathique ? Moi, je vous dis, bien sûr que non, c'est pour ça que je vous interroge dessus. Mais vous ne m'interrogez pas sur Bahreïn. Dites-moi. Vous ne m'interrogez pas sur le Yémen, monsieur Bourdin. Vous avez vos prédilections. Mais c'est pas que j'ai mes prédilections, c'est que vous avez vos prédilections, c'est pas moi. C'est que vous m'avez parlé sans cesse. Ce n'est pas vrai, je ne vous ai jamais parlé sans cesse. Monsieur Bourdin, arrêtez avec ça. Bon, d'accord. Vous passez votre temps, vous et quelques autres, à essayer d'effrayer la... Vous savez quoi, monsieur Bourdin ? Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature ? Oui ou non ? Je ne sais pas, monsieur, je suis en train de faire campagne en France. Alors on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen ? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez, c'est pour ça que je vous interroge. Mais monsieur Chavez est mort, Fidel Castro est mort, vous êtes au courant ? Juste un dictateur communiste mort, dit Bernie Sanders de Hugo Chavez. Vous avez vu ce qu'il a dit ? Oui. Pas un mot ? Alors on passe à autre chose. On passe à l'Europe. Non, monsieur Bourdin, non, je veux répondre à tout. Quelle est votre question ? Allez-y. Simplement. Posez votre question, je vais vous répondre. Vous pensez que c'est bien de cracher sur les morts ? Je suis d'accord avec vous. Mais je ne crache pas sur les morts. Alors, monsieur, parlez-nous de Bahreïn, où mon camarade est arrêté, est en prison depuis 5 ans. Parlez-moi du Yémen, qui est bombardé du matin au soir. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde, je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche chaque fois que des dictateurs... Monsieur, quand le Qatar, le sultan du Qatar a été invité au 14 juillet, qu'est-ce que vous avez dit, vous, monsieur Bourdin ? On n'a jamais critiqué le Qatar ici, jamais. Je ne vous dis on n'a pas jamais posé des questions sur le Qatar. Mais sans doute avez-vous posé des questions. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de faire de moi... Mais je ne fais rien, je insidieuses. Mais vous voyez l'effet que ça vous fait, monsieur Bourdin. Regardez comme vous vous énervez. Ah ben non, mais pas du tout, c'est vous qui vous énervez. Non, je ne m'énerve pas. Et le Bahreïn, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez comment s'appelle le chef du parti de gauche ? Il est en prison. Ah, c'est pas un problème. À la base, c'est la démocratie. Ils achètent nos avions, donc tout va bien. Et le Yémen. Ah, quand même. Et le Yémen. Combien il y a de gens qui sont morts là-bas ? Et le Yémen, oui. Eh ben, nous condamnons, vous et moi, les bombardements au Yémen. Évidemment, je condamne. Bon, alors, de toute façon, moi, j'ai pas à condamner ou pas. Mais si, vous êtes quand même un journaliste. Les journalistes sont censés être aux avant-postes. J'ai à poser des questions. Très bien. À propos de l'Europe. Alors, parlons de l'Europe. Donc, on se résume, je condamne toutes les violences d'État, que ce soit au Venezuela, à Bahreïn ou ailleurs, quoi qu'elles ne soient pas de même nature et de même intensité. Mais je les condamne toutes. Je n'ai aucune sympathie pour les dictateurs, je n'en ai jamais eu de ma vie, et j'ai toujours défendu les droits de l'homme partout. Vous m'entendez ? Partout. Et à cet instant, par exemple, nous pourrions dire, vous et moi, tous les deux, une chose. Nous demandons au gouvernement du Venezuela de relâcher les photographes qui sont
sont aujourd'hui en prison pour une accusation qui est sans doute infondée. Et donc, je demande depuis votre antenne au gouvernement du Venezuela de relâcher les 2 journalistes photographes qui sont aujourd'hui en prison sous le prétexte qu'ils auraient eu je ne sais quelle drogue sur eux, ce que je ne crois pas, car ces 2 personnes ne pratiquent pas l'usage des stupéfiants. Voilà. Bien. À propos de l'Europe. Vous êtes d'accord avec moi pour demander ça au gouvernement du Venezuela? Je ne voulais pas vous en parler parce que c'était tenu plus ou moins secret, mais vous avez raison de faire cette demande. Écoutez, moi, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Bon, on en a parlé, M. Bourdin, et on m'a demandé à moi d'intervenir. Donc je le fais solennellement. Vous avez raison. L'Europe. Voilà ce que dit Benoît Hamon. Vous nous racontez de jolies histoires, des contes, des fables. C'est ce que dit Benoît Hamon sur l'Europe. Alors moi, je veux savoir ce que vous voulez. Sur l'Europe, il dit ça, mais c'est pas ni un conte ni une fable, l'Europe. C'est une réalité. L'Union européenne a une réalité. L'exercice du pouvoir par la Commission européenne a une réalité. Le semestre européen qu'a approuvé M. Hamon, c'est-à-dire la vérification des comptes de la France 6 mois avant que le Parlement n'en décide, ce sont des réalités. Mais vous devez vous tromper, c'est de moi dont il disait ça, pas de l'Europe. Oui, vous nous racontez à propos de vous, mais sur l'Europe, vous nous racontez de jolies histoires, des contes, des fables. Voilà ce qu'il dit à propos de vous sur l'Europe. Que voulez-vous? Sortir de l'Europe, oui ou non? Voyez-vous, Monsieur Bourdin, je me comporte comme quelqu'un qui s'apprête à gouverner ce grand pays. Par conséquent, j'ai posé des principes. Plan A, la France ne peut pas continuer comme ça. Nous demandons que l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale ne soient plus interdites, de sorte que le dumping, c'est-à-dire la mise en compétition de nos régimes sociaux et fiscaux, cesse, et que notre système cesse de s'effondrer de ce fait-là. Deuxièmement, je demande que le statut de la Banque Centrale Européenne ne soit plus limité à la stabilité des prix, mais qu'il intègre la nécessité de la relance économique, etc., etc. Et enfin, je demande qu'autour de l'Europe, il y ait des frontières qui fassent que nous ne soyons pas ouverts d'une manière irresponsable comme nous le sommes, mais qu'on entre en négociation avec les grands partenaires économiques du monde pour voir ce qu'on laisse entrer et ce qu'on ne laisse pas entrer, ce que on nous permet de laisser sortir et ce qui ne sont pas. Donc sortie concertée des traités européens. Alors, ça, c'est la sortie concertée des traités européens sur une base rationnelle. Concertée avec qui? Avec les autres pays européens, naturellement. Encore faut-il qu'ils soient d'accord. Et tous d'accord. Bien sûr, donc nous discuterons. Et je pense que... bien tous d'accord. Oui, mais nous verrons, parce que je pense que nous pouvons convaincre tout le monde, parce que nos arguments sont rationnels. Ce ne sont pas des arguments idéologiques, comme ceux des libéraux, qui croient à la vertu du libre-échange et du marché comme régulateur ultime de l'activité humaine. Donc nous pouvons convaincre, surtout que personne n'a jamais essayé. Car les 2 précédents présidents n'ont rien négocié. Madame Merkel a été d'une rationalité totale. Elle s'est trouvée 2 fois en face d'un président français qui lui a dit « Madame, où est-ce qu'on signe ?» après avoir dit le contraire avant. Donc, pour la première fois, quelqu'un va venir et dire bah, « Écoutez, on discute, nous sommes 18% de l'économie européenne, les Allemands 20%, c'est-à-dire à touche-touche, hein, on est dans la marge d'erreur en quelque sorte, et dans ces conditions, on ne fait pas l'Europe sans nous, nous sommes fondateurs de l'Europe, fondateurs de l'euro, bon, on peut donc discuter. Je vous prie de croire à la nécessité de discuter. Il est normal dans une négociation qu'on ait pour soi un argument de fond, qui est le plan B. C'est, écoutez, si vous voulez discuter de rien, et ben, si vous voulez discuter de rien... Le plan B, c'est la sortie unilatérale de ces traités. Unilatérale, nous verrons si c'est que nous qui sortons. C'est ce que vous avez dit, quand même. Sortie unilatérale. Oui. Vous avez même dit, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Voilà. Alors ça, c'est vous redites la même chose. Oui, bien absolument. Donc nous sommes dans le cadre d'une négociation. Je vous demande de comprendre que si dans un mois, c'est moi qui préside ce pays, vous devez vous imaginer que je ne vais pas vous dire ce matin comment je compte m'y prendre dans la négociation avec la part, comment dire, de ruse que comporte une. Mais je veux qu'on sache clairement, qu'on entende dans toute l'Europe que ou bien on change, ou ça va pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. La France est en train d'en mourir, asphyxiée industriellement et minée de l'intérieur socialement, notamment par le statut des travailleurs détachés, qui sont des délocalisations à domicile, et raptée, en quelque sorte, par le Luxembourg, qui a une pratique fiscale absolument malhonnête, qui consiste à afficher un taux d'impôt pour les sociétés et ensuite à le négocier les uns en face à face avec chaque entreprise. Ça s'appelle des rescrits, c'est insupportable, ça donne des taux d'imposition de quelques petits pourcents, et évidemment les sociétés qui font leurs bénéfices en France, parce que les travailleurs français font le travail, mettent ensuite ces bénéfices au Luxembourg et on ne peut plus y toucher. Donc, vous voyez que cette situation n'est plus supportable. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin, je vais vous dire une chose. On m'objecte souvent
que c'est moi qui mettrai en péril l'Europe parce que je voudrais la quitter, je ne sais quoi. Bon, mais écoutez, la vérité, c'est pas moi qui fais partir les Anglais, c'est pas moi qui excite les gens comme c'est le cas dans toute l'Europe de l'Est. Ce sont bien eux-mêmes qui s'excitent tout seuls parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous aussi, nous en avons ras-le-bol. Excusez-moi, la voix que j'ai, elle s'est cassée dans les meetings. Je comprends bien. On va regarder votre programme. Bon, on va regarder votre programme. Il y a quelques points, on va regarder tout, mais il y a quelques points que je voudrais éclaircir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéologie? Par exemple, lorsque, en matière d'éducation, vous dites l'enseignement privé ne sera plus financé par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéologie? Non, il faut qu'on arrive à trouver la façon de traiter ces problèmes. Parce que ce n'est pas une affaire idéologique qui a séparé l'école laïque de l'école privée. Il y a d'abord un problème d'inégalité fondamentale. Pourquoi? Il y a des écoles privées laïques. Oui, c'est d'ailleurs quelques-unes d'entre elles qui posent le plus de problèmes, car pour moi, le vrai problème dans ce pays, c'est plus l'enseignement commercial que l'enseignement religieux ou catholique, confessionnel, on va dire. Hein. Alors, c'est d'abord la situation d'inégalité inextricable que cela crée. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'enseignement privé, là, vous payez votre inscription, et puis vous recevez des moyens de l'État. Quand vous allez à l'enseignement public, vous recevez les moyens de l'État, et c'est tout. Il y a donc une situation d'inégalité dans l'enseignement de nos enfants. Première inégalité. Deuxième inégalité, entre les différentes religions. Parce que aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est une école catholique, des fois protestante, parfois juive, mais c'est ça l'essentiel. Il n'y a pas d'école musulmane, il y a très peu d'écoles catholiques, voilà. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, j'ai même l'idée du contraire. Plus de financement par l'État. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen de sortir de ça. Oui ou non? Plus de financement par l'État ou pas? Mais je comprends pas ce que vous me demandez, Monsieur Bourdin. L'enseignement privé sera-t-il financé par l'État si vous êtes président de la République? Oui ou non? Par nécessité, Monsieur Bourdin, il le sera, puisque quand bien même voudrait-on changer de position, qu'il y faudrait du temps, on ne peut pas imaginer que demain... C'est pas ce qui est écrit dans votre programme, pardonnez-moi. Monsieur Bourdin, nous avions prévu que vous me poseriez la question et que j'aurais l'occasion d'en expliquer le sens. Parce que les personnes moyennes, je veux dire, pas aussi intelligentes que vous, arrivent à comprendre qu'on ne peut pas fermer toutes les écoles privées en l'espace d'une décision d'arriver. Vous voyez, Monsieur Bourdin, la dernière fois qu'on a essayé ça ne s'est pas fait. Bon. Hein. Donc, vous voyez que ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. Nous devons discuter de ce point. Est-ce que nous sommes d'accord, Monsieur Bourdin, pour qu'il y ait des écoles confessionnelles dans ce pays de toutes les religions? Monsieur Bourdin, vous êtes donc partisan du fait qu'il y ait des écoles religieuses, bouddhistes, musulmanes, juives. Totalement. Voilà. Totalement confessionnelles. Ce n'est pas mon avis. Confessionnel. Eh bien, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Et en particulier, et attendez, j'ai pas fini. Je ne suis pas d'accord non plus, entendez-le bien parce que c'est plus grave que ce dont nous sommes en train de parler, avec le fait qu'il y ait un enseignement privé, pour l'enseignement des métiers. Et dorénavant, je ne permettrai plus que quand on fait un salon de l'éducation et qu'on rentre au salon de l'éducation, on ait d'abord les boîtes privées et les boîtes publiques qui sont gratites derrière. Voilà ce que je ne permettrai pas. Oui, mais Jean-Luc Tous les jeunes Français doivent être... Les inégalités, vous creusez les inégalités en ne finançant plus l'enseignement privé, vous le savez bien. C'est-à-dire que les enfants de riches continueront à aller dans des écoles privées et les enfants de personnes qui n'ont pas trop de moyens, qui voulaient mettre les parents qui voulaient mettre leurs enfants dans l'enseignement privé ne pourront plus le faire. Bien, non, épuisons cette question parce qu'elle est très importante. Voilà. Très importante. Alors, ce que vous dites n'est pas vrai, car les gens qui font le choix de l'école privée ont des raisons diverses et multiples, comme vous savez. Beaucoup de familles modestes aussi. Oui, bien sûr, qui ne sont pas satisfaites. Et grâce au financement de l'État, ces familles peuvent mettre leurs enfants dans le privé. Vous êtes un excellent agent commercial pour les écoles privées. Mais moi, je défends la République et son école laïque, obligatoire et gratuite. Moi aussi. Oui, bien sûr, accessoirement. Bon, non, on n'a pas fini. Non, alors finissez. Si vous voulez bien ne pas m'interrompre pendant que je fais une réponse, les choses seront plus simples. Pourquoi les gens vont-ils à l'école privée? Des fois, c'est par conviction religieuse. En vérité, ils n'y trouvent pas toujours leur compte parce que l'enseignement religieux, parfois, est aléatoire dans ces écoles. Et il faut dire qu'elles font du bon travail, on peut le dire devant tout le monde. On ne va pas dire que ce sont de mauvaises écoles, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ces écoles reçoivent-elles ce public? Parce que les parents ne sont pas satisfaits de l'école publique, ils trouvent que le travail n'y est pas fait comme ils le souhaiteraient, que la discipline n'y est pas ce qu'elle devrait être, etc. Donc commençons d'abord. Moi, la preuve que je veux faire, c'est qu'on est capable de remédier aux difficultés que rencontre l'école publique de manière à ce qu'elle se redevienne totalement attractive, puisqu'elle est gratuite. Donc on va la rendre gratuite, on va y mettre plus de moyens, et on va donc de cette manière lui permettre de retrouver, aux yeux de ceux qui l'ont quitté, ce qui n'est pas tout le monde, des vertus qu'il n'y trouve plus.
plus. Voilà. Donc je ne suis pas partisan d'une quelconque guerre et autres vocabulaire de cette espèce. Je suis pour que tous les Français comprennent que notre intérêt fondamental est que le niveau de nos jeunes gens soit le plus élevé possible en apprentissage et que ceux qui sont à l'école publique méritent d'être d'abord prioritaires dans les traitements de la République. Et s'il y a de plus, eh bien on le donnera à ceux qui ont moins. Mais pour l'instant, d'abord l'école de la République, d'abord ses maîtres, d'abord l'égalité. Bien, on va parler, Jean-Luc Mélenchon, de vous, d'une manière un peu plus personnelle dans la deuxième partie, mais à travers vous, de vos engagements, je vais revenir sur votre programme, sur 2-3 points de votre programme. Mais je vous remercie de m'avoir posé ces questions, parce que sinon elles circulent comme des rumeurs, et c'est très désagréable. C'est pour ça que je vous pose ces questions qui sortent un peu de l'habitude. Il est 8h55, à tout de suite, vous êtes sur RMC et BFM TV.